BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. Je suis ravie de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 15h30 comme tous les jours. On va revenir dans cette émission sur les dernières infos et notamment les premières plateformes à obtenir la certification PSCA. Ce sera avec Maxime Euzet dans un instant. Et puis on parlera du marché du Bitcoin, mais aussi des bonnes résolutions, des bonnes pratiques dans un instant. Meria sort son guide de 21 bonnes résolutions pour éduquer les investisseurs, les alerter aussi sur leur sécurité, leur donner des conseils. On va en parler avec Louis Laszlo et Justine Destobelair dans cette émission BFM Crypto, le club. C'est parti. Et on va regarder tout de suite la valorisation de Bitcoin, 101 851 $. Un petit commentaire, on reste stable pour le moment, On Louis ? reste dans la même zone, on fluctue, on attend que ça décolle, ou que ça, en tout cas on attend un signe du marché. Alors on attend que ça décolle. Qu'est-ce qui va faire décoller ? C'est l'actu aux États-Unis, on attend les prochains décrets, on attend la réserve, on attend quoi ? On attend pas mal de choses, je pense qu'il y a le marché, on regarde énormément les États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis. Il y a aussi la macroéconomie, on l'a vu, le SP500 a été très chamboulé ces dernières semaines par les annonces sur l'IA et la bataille de l'IA qui se lance entre Chine et États-Unis. Donc voilà, on est prudent, on reste à l'écoute et on va voir dans quel sens on part. Justine, quelle crypto vous surveillez vous en ce moment ? Il y a Bitcoin, il y a quoi d'autre ? Moi je suis très sur le Bitcoin. Principalement en fait. Bon, on va parler de tout ça et on va commencer par vous, Maxime Euzet, et parler de réglementation. Mais avant cela, je ne vous ai pas présenté proprement Louis Laszlo, directeur technique et produit chez Meria. Merci d'être dans cette émission. Bonjour, Justine Destobelair, directrice Digital Asset chez SIA. SIA Partners ou SIA maintenant ? SIA maintenant. C'est SIA maintenant, exactement. Et Maxime Euzet, journaliste crypto à La Tribune, qui s'est remis de sa première intervention de la semaine dernière. Tout à fait. Face à Jean-Marc Daniel. Merci d'être avec nous à nouveau, du coup, Maxime. Plaisir. Et on va commencer par du nouveau sur MiCA, la nouvelle réglementation européenne, Maxime. Oui, 3 plateformes ont reçu leur certification de prestataire de services sur crypto actifs, PSCA. Il s'agit de OKX, Bitpanda et Crypto.com. Alors, depuis le 30 décembre, les plateformes ont l'obligation d'obtenir ce statut pour exercer sur le sol européen, avec néanmoins un délai de 18 mois pour les entreprises déjà enregistrées en France. Alors, pour rappel, MiCA a pour but d'assurer une transparence des plateformes et de protéger les consommateurs européens, notamment en veillant à éviter les mauvaises pratiques des entreprises, pour notamment éviter une faillite des faillites comme l'on pourrait le connaître, comme l'on a connu sur FTX notamment, qui a mis la clé sous la porte en 2023 après avoir détourné des fonds de ses clients. Et puis qui a légèrement traumatisé le secteur, on peut le dire. Légèrement, oui. Et donc pour avoir ce statut, les entreprises doivent remplir toute une série de critères auprès de leur régulateur national. Et une fois ce statut obtenu, PSCA, ils pourront opérer dans les 30 pays de la zone économique européenne et accéder à 450 millions de clients potentiels. Concrètement, comment ça s'est passé ? OKX et Crypto.com se sont adressés au même régulateur ? Oui, les 2 plateformes ont obtenu leur autorisation auprès de l'autorité de régulation financière de Malte. Quant à Bitpanda, il est allé voir le régulateur allemand, la BaFin. Et donc ces premières autorisations posent question puisque Malte est connu pour être très accueillant avec les entreprises et pour avoir une juridiction favorable aux cryptos et à la finance en règle générale. On peut donc se demander si le régulateur de Malte est très efficace ou s'il n'est pas aussi regardant et rigoureux que ses homologues européens dans la délivrance des autorisations. Et qu'en est-il en France, Maxime ? Alors en France, 4 sociétés ont été agréées PSAN par l'AMF, donc prestataires de services sur actifs numériques. C'est quelque part l'ancêtre du statut de MiCA, qui est toujours en activité. Mais concernant le statut PSCA européen, l'autorité des marchés financiers française n'a délivré aucune certification pour le moment. Et surtout, beaucoup d'entreprises exerçant en France ont des questions auxquelles l'AMF n'a pas encore répondu. On peut penser à notamment les questions autour de l'assurance, puisque pour obtenir le statut PSCA, les entreprises doivent soit avoir des seuils de fonds propres importants, parfois trop importants pour des entreprises, soit avoir une assurance. Problème, très peu de compagnies d'assurance proposent de couvrir les cryptos et celles qui le font ont des tarifs exorbitants selon l'industrie. Il y a aussi la question des stablecoins, ces cryptoactifs qui répliquent le cours du dollar, de l'euro ou d'autres monnaies.
Les entreprises ne savent toujours pas si elles ont l'obligation d'avoir le statut de prestataire de services sur paiement, de prestataire de services sur investissement, ou les deux. Et l'autorité des marchés financiers n'a pas encore répondu. Idem sur la question du bilan carbone des crypto-monnaies. Aujourd'hui, les entreprises doivent afficher la consommation énergétique des crypto-monnaies qu'elles donnent à leurs clients. Problème, aucun chiffre officiel n'est publié et donc les entreprises ne savent pas comment, quels outils elles pourront utiliser pour montrer la consommation énergétique des cryptos qu'elles donnent à leurs clients. On va revenir sur une dernière info tout à l'heure, mais je voulais avoir votre avis, Louis. Est-ce que 2025 va constituer finalement une sorte de sas de mise en conformité en Europe, hein, en tout cas évidemment avec l'arrivée de cette réglementation MiCA qui est, qui est arrivée fin 2024. Est-ce que ça va être ça va être les réglementations de chaque pays qui se conforment, qui se mettent en ordre de bataille, et est-ce qu'il va y avoir finalement des conséquences sur nos entreprises crypto et sur le secteur lui-même en Europe ? Alors, les conséquences, il y en aura forcément. Il ne faut pas oublier que MiCA, en fait, c'est un PSAN qui a été dérivé à l'échelle européenne. On s'est passé la balle de l'échelle française à l'échelle européenne et qui a servi de base à la conception de MiCA. Force est de constater qu'il y a des régulateurs qui vont plus vite que d'autres sur la délivrance du sésame tant attendu. Oui. Ça va avancer fort, ça va avancer vite, je pense. Il y a encore, comme on le dit, des zones de précision qui sont en train de se faire. Il y a des débats entre les différents régulateurs et les différentes entreprises, et aussi les collectifs comme la DAN, qui en France représente les professionnels de secteur. Ouais. Donc ça va avancer. Il y aura, je pense, à mon sens, ça engage que moi, je pense de la casse. Aujourd'hui, il y a une centaine de PSAN enregistrés en France et il y a pas une centaine qui pourront passer le pas de MiCA aujourd'hui de par les exigences. Après, on est sur la protection de l'investisseur. On veut protéger l'investisseur et ça nécessite une professionnalisation du secteur. Donc ça se fera potentiellement dans la douleur pour un certain nombre d'acteurs. Par contre, c'est ce qu'on attend et on a besoin de ça pour protéger les investisseurs, pour les rassurer et pour devenir une vraie classe d'actifs au sens propre, comme attendu par le marché. Justine, qu'en pensez-vous ? Que oui, 2025 sera l'année de la régulation, en fait. Et effectivement, il va y avoir de la casse parce que les frais à engager pour les sociétés pour se mettre en conformité sont quand même assez importants. D'ailleurs, on voit que c'est des gros acteurs pour l'instant qui arrivent. C'est des banques, en fait, en France, qui arrivent à obtenir les agréments. Donc voilà, à suivre. À suivre, exactement. On va suivre ça tout au long de l'année 2025 dans BFM Crypto, le club. Une dernière info, Maxime, ça concerne la République tchèque. Oui, tout à fait. Un autre pays qui se démarque et pas Malte. Ce matin, dans une interview au Financial Times, le gouverneur de la Banque nationale tchèque, Ales Michel, a dit vouloir proposer à son conseil des gouverneurs demain d'acheter des bitcoins. Donc pour diversifier la réserve stratégique de la Banque centrale tchèque. Alors, on parle de 5% des 140 milliards de réserves de la Banque nationale tchèque, mais c'est quand même 7 milliards d'euros. On reste quand même très loin des 200 000 bitcoins que Trump veut faire acheter par an aux États-Unis et qui, eux, signifient 20 milliards de dollars par an sur 5 ans. Ouais, mais c'est un premier pas quand même. Ça arrive en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez, Justine ? Qu'on aimerait que ça arrive plus vite en Europe. Hein ? Mais on l'envisage au moins là. Je veux dire, il y a encore quelques temps, c'était pas fait. Ça fait quand même avancer très très vite. C'est un sacré coup de pied dans la fourmilière. Ouais, on va suivre ça évidemment. On va revenir avec vous, Justine, sur le marché. Vous disiez que votre spécialité c'était le Bitcoin. Le marché, justement, vous avez quelques chiffres à nous rappeler. Donc alors si on regarde, on date d'aujourd'hui la capitalisation des cryptos, on est sur un marché à 3,6 trillions de dollars. Donc pour le mettre en perspective, c'est à peu près 20% de la capitalisation de l'or. C'est l'équivalent de la valorisation d'Apple. Donc Apple qui en ce moment est la société la mieux valorisée au monde. Et c'est supérieur à la valorisation du CAC 40. Maintenant, si on regarde ce marché crypto, il est principalement dominé par le Bitcoin, dans le sens où la valorisation de Bitcoin prédomine à plus de 50%. Et ce depuis à peu près toujours. Et maintenant, si on regarde Bitcoin, donc c'est l'actif le plus performant depuis 10 ans.
Si on compare son rendement à des actifs plus classiques, on voit que sur 10 ans, il a un rendement de 26 000%, ce qui est énorme. Là où l'or a 125% et le S&P à peu près 190%. Donc voilà. Voilà pour les chiffres. Le secteur se structure, s'organise en Europe et donc Meria a décidé de remettre les choses en ordre, de donner des bons conseils. On rappelle que Meria vous proposez des solutions d'investissement en crypto-monnaie, c'est pour les particuliers et c'est pour les professionnels aussi. Vous avez sorti un guide de bonnes résolutions, Louis. Pourquoi vous avez voulu faire ça déjà à la base? Alors Meria, depuis 2017 qu'on exerce, on a essayé toujours d'avoir une approche pédagogique et éducative vis-à-vis du secteur. On a eu une approche un peu différenciante qu'un certain nombre d'acteurs avec cette approche de sensibilisation et d'éducation au secteur, tant éducation sur la partie technique et les fondamentaux techniques des projets, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de cryptoactifs reposent sur de la technique et des projets techniques et très techniques pour certains, et sur l'aspect investissement, stratégie d'investissement. Donc ce guide, il est et à destination des néophytes, des nouveaux arrivés sur le secteur ou des nouveaux arrivés dans l'investissement tout court, mais également des gens qui sont déjà là, qui pensent avoir les clés pour ça, et certaines choses seront des redites pour certaines, des choses c'est pas plus mal de retourner aux fondamentaux par moment, et dans le secteur actuel et dans la volatilité qu'on a eu ces quelques derniers mois et j'espère qu'on aura dans les prochaines semaines ou prochains mois, sont essentiels, je pense, à se rappeler ou en tout cas à connaître pour ceux pour qui tout est nouveau. Ça bouge très vite, hein. Là, d'autant plus à partir de cette année, de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Europe, de ce qui se passe même dans d'autres pays. La première volonté, vous l'avez dit, c'est d'éduquer les investisseurs et ça va être tout un tas de conseils, comme se rappeler que on n'investit pas, par exemple, on n'investit que ce qu'on peut se permettre de perdre. Complètement. L'idée de ce guide, résolution après résolution, il y en a 21. 21 petits clins d'œil au Bitcoin avec ses 21 millions. Donc on a fait ça sous forme d'un guide qui est disponible sur notre site internet, mais également qui est décliné jour après jour sur les réseaux sociaux, comme les bonnes résolutions de janvier, où on se dit qu'on fera du sport et qu'on arrête la première semaine. Là, l'idée, c'est de ne pas arrêter la première semaine. C'est résolution après résolution. Donc on commence par des basiques sur on investit que ce qu'on est prêt à perdre. On se fixe des cibles de quand on va vendre et où on a atteint notre objectif de financement. Et après, on rentre dans des choses un peu plus compliquées. Quels sont les outils à notre disposition pour comprendre le marché? Quels sont les outils pour comprendre ce que c'est une tokenomique? Donc des termes qui peuvent vous paraître barbares si vous arrivez sur le marché, jusqu'à l'éducation, la veille à faire au quotidien sur les cryptoactifs. Il faut refaire ce genre d'éducation aux investisseurs, quel que soit leur degré d'avancement. Finalement, Justine, dans leur entrée, que ce soit dans Bitcoin ou autre chose d'ailleurs. Oui, tout à fait. Pour ça, le guide est très bien fait. En fait, la première partie, on voit plutôt les fondamentaux qui sont applicables, qu'on veuille acheter du Bitcoin, des cryptos ou toute autre chose. La deuxième partie parle plutôt est plus focus sur les crypto-monnaies. Et la dernière, c'est vraiment pour les ceintures noires qui veulent aller sur des fonctionnalités très avancées de trading ou des événements spéciaux Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est que la cinquième recommandation, c'est repérer et éviter les arnaques. Pourquoi c'était important? Évidemment, ça c'est quelque chose qu'on peut décliner sur beaucoup d'autres secteurs. Pourquoi c'était important de rappeler ça? Est-ce que c'est un secteur qui est particulièrement sensible et pourquoi, Louis? Alors c'est très sulfureux comme secteur, on le voit, ça peut vite tourner au fantasme pour beaucoup, et ça attire, il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sensibilisés, contrairement en finance traditionnelle où on y va pas à pas, où on est accompagné. En crypto, l'accompagnement et la professionnalisation, comme on le dit, se fait avec la réglementation et la professionnalisation des acteurs. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément sensibles et qui sont forcément des cibles sur ce marché-là. Et on l'a vu en fin d'année, il y a eu une recrudescence d'arnaques, soit l'usurpation d'identité de plateforme, soit l'usurpation de collaborateurs de plateforme, donc très bien renseignés. Et il y a eu beaucoup de fuites de fichiers, on l'a vu en fin d'année, de différentes plateformes ou sur ces dernières années de plateformes, qui ont fait que beaucoup d'investisseurs ont vu leurs coordonnées exposées à tout vent. Et donc, investisseur sur une plateforme veut dire investisseur potentiellement sur d'autres, ce qui a été du pain béni pour un certain nombre d'arnaqueurs du net. Oui, parce que la difficulté, finalement, c'est à la fois de devoir connaître son produit,
ce dans quoi on investit, mais aussi les outils qui nous permettent d'investir. Il y a toute une fiscalité, une réglementation qui va autour. Tout est nouveau, c'est un écosystème qui se forge au fur et à mesure des années. Et c'est ça la difficulté finalement, Justine. Pour les nouveaux entrants, oui, ça va définitivement être ça. Mais c'est également le cas pour les plus expérimentés d'entre nous, en fait, où il y a toute une panoplie de contrôles qu'on doit effectuer. Il faut toujours vérifier les URL. On peut se faire ficher, il faut qu'on vérifie les adresses auxquelles on envoie. Donc vraiment, les arnaques, c'est à tout niveau. Ce qui nous amène à ce sujet et à cette affaire Ledger de la semaine dernière, c'est pas une arnaque. Là, on est carrément finalement dans la criminalité. Et vous dites aussi qu'il faut être très prudent dans ce guide de bonne résolution. Il faut être très prudent par rapport à ce qu'on fait quand on touche à l'univers des cryptos. Bon, en fait, beaucoup d'ailleurs les 10 ou 15 premières résolutions peuvent s'appliquer à n'importe quelle classe d'actifs. Oui. Je ne pense pas que vous arrivez à un dîner de famille en racontant que vous avez caché 2 lingots d'or sous votre matelas. Il en va de même pour les cryptoactifs. Surtout que c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui peut être vite très tourné au fantasme et créer des passions, en tout cas des intérêts, puisqu'on entend beaucoup et je pense qu'un certain nombre de médias ont relaté des éléments sur des influenceurs à Dubaï qui génèrent beaucoup d'argent. Donc dès qu'on parle crypto, maintenant, tout le monde pense Dubaï et des millions sur des multiples, ce qui n'est pas du tout le cas pour 90% des investisseurs qui font ça de manière très raisonnée et pour les bonnes raisons dans une stratégie de diversification financière et de stratégie patrimoniale. Donc il en va de même pour les cryptos, pour l'ensemble des actifs, la discrétion. On raconte pas ce qu'on a sur son compte bancaire, on raconte pas ce qu'on a sur son portefeuille crypto. On essaie de prendre des bonnes mesures en mettant en place sur les plateformes centralisées un mot de passe sûr, une deuxième mesure d'authentification de manière décentralisée en utilisant au mieux un hardware wallet et en faisant attention de ce qu'on signe et ce qu'on signe pas. Et d'ailleurs, nos amis de Ledger ont introduit des nouveautés, ou en tout cas dernièrement, ces derniers mois, des nouveautés qui permettent justement de renforcer ces capacités-là. Donc il y a tout un arsenal de mesures et de bons réflexes qui font partie de l'hygiène numérique au sens large, qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle classe d'actifs ou en tout cas à n'importe quelle expérience sur Internet. Il y a la fiscalité, on en a beaucoup parlé hier de fiscalité, des règles à suivre, de ce qu'il va falloir faire, notamment là on va rentrer en période fiscale, mais aussi il y a une recommandation très intéressante sur la transmission. On n'en parle jamais de la transmission, vous allez me dire c'est aussi le cas pour ce qu'on a en banque, mais en soi la transmission des cryptos c'est quand même très intéressant et il y a une recommandation là-dessus. C'est un vrai sujet, nous on le voit de plus en plus et les notaires sont de plus en question sur ce sujet puisqu'il y a une vraie question. Jusque-là c'était pas du tout une question de transmission, ou en tout cas ça se faisait pas de manière structurée. Maintenant, il y a un cadre qui est posé autour de ça. Donc il y a des vrais sujets sur la transmission, sur comment soit préparer sa transmission, soit comment accompagner la transmission d'actifs d'un aïeul qui est décédé. Donc voilà, il y a tout un certain nombre de mesures sur ça, soit préparer, prévenir ses proches. Et donc maintenant, il y a les plateformes mettent en œuvre des choses, en tout cas chez Meria, on met en œuvre la capacité après un certain temps d'inactivité, de prévenir X ou Y personne, voire mon notaire, que j'ai des actifs chez Meria ou sur d'autres plateformes. Et il y a aussi un certain nombre d'acteurs qui mettent en place des mesures pour la transmission des clés privées pour tout ce qui n'est pas sur des plateformes centralisées. Donc aujourd'hui, ça s'accompagne. Il y a un certain nombre d'entreprises qui se structurent et qui se spécialisent sur ce secteur. Si je pouvais qu'en citer qu'une avec qui on collabore, qui est Legapass, qui est financée indirectement par des notaires, donc de la profession qui a identifié ce besoin-là et qui accompagne les notaires justement dans cette phase qui n'est pas aussi structurée qu'en finance traditionnelle. C'est intéressant parce que dans cette émission, souvent on parle des nouveaux acteurs de cet écosystème, des entreprises qui naissent, de celles qui ne vont pas forcément passer le cap de Mika. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi celles qui sont entre les deux. Vous parlez de notaires notamment, ce qui montre finalement quel va être leur rôle, c'est-à-dire des acteurs de l'économie traditionnelle qui vont devoir s'y mettre à ces crypto-monnaies, qui vont devoir, parce qu'il va y avoir des cas d'usage de plus en plus importants à l'avenir, on l'espère, et qui vont devoir se mettre à cette économie-là. Est-ce que les nouvelles réglementations, d'après vous Justine, Mika et autres, vont aider à ça, c'est-à-dire à ces passerelles, ces ponts entre ces deux mondes? J'espère. Oui. Qu'elles vont aider. Après, les notaires se penchent sur la technologie blockchain depuis déjà pas mal d'années en fait. Ils ont eu peut-être un peu peur d'être disruptés par cette technologie.
Mais là, on voit qu'il arrive pour un nouveau métier autour de la transmission. Ouais. Vous pensez que ça va évoluer, Louis, dans les mois qui viennent, justement, ces ponts entre ces différentes... Complètement. On l'a vu ces dernières années avec les conseillers en gestion de patrimoine qui, pour certains, avaient compris l'enjeu, puisque leurs clients... Beaucoup de clients avaient levé la main assez tôt pour diversifier leur patrimoine et qui progressivement devient une généralité pour l'ensemble de la profession. Chez Merrill, on a deux axes, la gestion libre ou de la gestion pilotée. Cette gestion pilotée, on la distribue soit en direct, soit sur la recommandation de conseillers en gestion de patrimoine. Et ces derniers mois, l'explosion de la demande est vraiment flagrante. Oui, Maxime. Oui, et d'ailleurs, c'est déjà acté chez les notaires, c'est déjà quelque chose de possible, par exemple, de donner sa clé privée ou même son hardware wallet à un notaire pour la succession. Aujourd'hui, les notaires sont informés, mais pas tous à la même échelle. J'avais fait un article il y a déjà plusieurs années qui expliquait comment faire, mais les notaires m'expliquaient que voilà, l'information n'est pas encore forcément diffusée et surtout, il y a encore assez peu de demandes. Oui. Une des recommandations parle du stacking, notamment. C'est laquelle, d'ailleurs Bon, alors là, de mémoire, le numéro, je ne l'aurais pas. Voilà. C'est important aussi de connaître, c'est ça, générer les intérêts sur ces cryptos avec le stacking. C'est la 12, en l'occurrence. C'est important aussi, cette résolution-là. Et pourquoi, Louis ? Le stacking va permettre de créer du rendement, donc de confier ces cryptos à un validateur, donc à un acteur qui est spécialisé dans la sécurisation d'une des blockchains, ou en tout cas de la blockchain concernée par l'actif en question. Donc ce validateur va sécuriser la blockchain en validant des transactions, va être rémunéré d'une partie des frais de la transaction et va redistribuer ça aux personnes qui lui ont fait confiance, qui lui ont déposé des cryptoactifs pour leur déléguer leur confiance. Donc le stacking permet, en sécurisant la blockchain, de créer du rendement et donc permet à des gens qui diversifient leur patrimoine avec les cryptoactifs de créer du rendement sur le cryptoactif, donc de gonfler leur patrimoine, un peu comme les intérêts ou les intérêts composés en finance traditionnelle. Maxime ? Moi, je me pose quand même la question de est-ce que le stacking vaut le coup par rapport à la complexité que c'est en termes fiscaux notamment, puisque acheter du Bitcoin aujourd'hui pour le revendre avec une plus-value, c'est faisable, c'est déjà un peu compliqué, mais ça peut aller rapidement. On parle de fiscalité justement, si on commence à aller dans la DeFi, si on commence à faire des opérations plus compliquées avec différentes crypto-monnaies, différents rendements, aujourd'hui la fiscalité est assez floue sur la DeFi. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ? Est-ce que vous avez des conseils pour faire justement du stacking tout en préservant sa santé mentale en termes de fiscalité. Et son rythme cardiaque, Louis. Sur le stacking, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est de passer par un acteur dont c'est le métier, qui va permettre de faciliter la vie des investisseurs qui souhaitent faire du stacking, donc des plateformes centralisées, comme on peut le proposer à travers Meria, qui vont mettre en œuvre tous les outils nécessaires justement à faciliter la vie des investisseurs, notamment... On va encore reparler de Waltio, mais l'interconnexion avec Waltio et la mise à disposition des données pour Waltio ou pour n'importe quel acteur, puisque ces données-là peuvent être utilisées par d'autres acteurs similaires à Waltio en France, mais également à l'étranger. Le deuxième sujet, et là on parlait de DeFi, c'est pour tous les investisseurs qui vont décider de passer le pas, de le faire on-chain, et donc là ça devient plus compliqué, et on rentre dans un des flous de la réglementation, puisqu'aujourd'hui tout ce qui se passe on-chain est un peu oublié des acteurs de la régulation, et les outils sont plus complexes, mais je pense que les personnes expérimentées qui passent le pas de la réglementation savent à quoi s'exposer, de passer on-chain, savent à quoi s'exposer et connaissent les mesures et feront l'effort d'aller dans la complexité. Dans cet esprit de vous emmener tranquillement vers les cryptos et vers le Bitcoin, vous avez 3 livres à nous conseiller, Justine. Tout à fait. Donc, j'ai ramené 3 livres que je trouve particulièrement pertinents pour comprendre l'écosystème crypto et Bitcoin. Donc, le premier, peut-être si vous ne deviez en lire qu'un sur Bitcoin, ça serait L'étalon Bitcoin de Safiedine Ammous, dans lequel, en fait, il va expliquer ce qu'est technologiquement Bitcoin, mais aussi la révolution monétaire et économique qu'il y a derrière. Donc voilà, il a été traduit en 38 langues, c'est un gros succès. Oui, l'étalon Bitcoin. L'étalon Bitcoin. Si vous avez plus de temps, il y a celui-ci qui a été écrit par un Français,
Ludovic Lars, voilà, qui rentre beaucoup plus dans les détails, qui reprend un peu tous les concepts de l'étalon Bitcoin, mais en rajoutant plus d'éléments. Et enfin, le dernier. Bah oui, le dernier, il faut en parler. Il est venu il y a 2 jours. De Grégory, et donc qui lui va être plus complet en fait. Il ne va pas parler que de Bitcoin, on va vraiment voir toutes les éléments clés, à savoir Ethereum, les stablecoins, les monnaies numériques de banque centrale. Et aussi ce que j'aime bien dedans, c'est qu'il y a des interviews de multiples personnalités qui permettent d'apporter des angles différents en fait et plus de concret aux éléments. Oui, c'est vrai, effectivement, vous avez raison. Ce que fait, sans les interviews, mais Bitcoin et crypto-monnaie facile aussi de Claire Balva et Alexandre Stashchenko, les 2 livres. Un autre livre pour compléter peut-être ? Le livre blanc de Bitcoin. Le livre blanc de Bitcoin. Des événements aussi à suivre peut-être dans les mois qui viennent ? Dans les mois qui viennent, donc ce week-end Crypto XR, qui est un événement à double facette, et pour l'écosystème et les professionnels de l'écosystème, mais qui aussi s'adresse aux novices ou en tout cas aux nouveaux arrivants, avec beaucoup de vulgarisation, beaucoup de démocratisation. Donc ça peut être une première sensibilisation à l'écosystème, et après un certain nombre d'événements plus dédiés aux professionnels de l'écosystème, NFT Paris, Paris Blockchain Week, dans les prochains mois sur Paris. Et après, partout dans le monde, autour de chez vous, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Des bitcoins locales. Les bitcoins apéros, qui existent depuis, je pense, l'histoire de Bitcoin, dans les plus grandes villes du monde, puis après, c'est décliné partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas à chercher un peu sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de chez vous, et plus que ce qu'on y pense, et dans des coins très reculés. Exactement. Merci beaucoup à tous les 3. Justine Destobeller, directrice Digital Asset chez SIA, Maxime Euzet, journaliste crypto à la Tribune. Merci beaucoup. Louis Laszlo, directeur technique et produit chez Meraya. Émission à retrouver en podcast et en replay. C'est 21 bonnes résolutions à retrouver en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Moi, je vous retrouve demain à midi. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.